Dans ce nouvel épisode de Travail et moi, le podcast des récits de vie professionnelle, je reçois Catel Chevalier, autrice, compositrice et chanteuse francophone, mais pas que, aux Pays-Bas. Ensemble, nous parlons de la chance de vivre de sa passion, mais aussi de tout le travail pour en arriver là, de la patience et de la persévérance nécessaires, des hauts et des bas d'une carrière d'artiste. Catel nous raconte comment elle a vécu pendant le Covid qui a mis en insécurité tant d'artistes, de sa passion pour la photographie qu'elle garde comme une expression artistique qu'elle n'a pas besoin de monétiser, du besoin de chanter et aussi avec beaucoup d'humour, des moments de cafouillage sur scène et du stress. On rit dans cet épisode où Catel nous dit que si c'était à refaire, je te laisse découvrir sa réponse. Comme d'habitude, pas de conseils, pas de solutions toutes faites, pas d'injonction non plus. Mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur sa plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Catel Chevalier. Bonjour Catel, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, très très bien. C'est un beau matin. Super. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Ah oui. Je m'appelle Catel Chevalier, j'ai 40 ans et je le nomme parce que je trouve que c'est un très bel âge. Je suis l'heureuse partenaire d'un Néerlandais grand et blond et l'heureuse maman d'une petite fille de 9 mois. Je suis passionnée par différentes choses et j'essaye d'intégrer ces passions aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Je voulais juste rebondir sur l'âge parce que je trouve qu'en effet, souvent, et particulièrement les femmes, ne donnent pas leur âge, comme si c'était quelque chose, une chose à laquelle on pouvait résister. Et en fait, je trouve ça assez chouette de pouvoir dire j'ai 40 ans et je trouve que c'est un très bel âge. Mais je le pense réellement parce que tout le monde me faisait un petit peu peur en disant, ouh, tu verras, les 40 ans, la crise de la quarantaine. Mais pour être honnête, quand je regarde le parcours que j'ai fait jusqu'à présent et ma vie actuelle, mais je suis très heureuse et très comblée. Donc finalement, je trouve que en grandissant, en vieillissant, justement, on sait peut-être plus ce qu'on veut et où on va. Et on se connaît plus soi-même aussi, et ce qui fait que je pense qu'on fait des meilleurs choix. Donc moi, je suis comblée avec mes 40 ans. Eh ben super. Et du coup, alors je vais rebondir sur l'idée des meilleurs choix et le fait de bien se connaître. Est-ce que dans ta vie, les choix que tu as faits pour ton activité professionnelle, donc on va dire maintenant ce que tu fais, je vais te laisser te présenter avec ton activité. Est-ce que les choix que tu as faits étaient justement des choix éclairés ou est-ce qu'il y a des moments où c'est venu un peu au fil de l'eau? Donc je suis chanteuse et professeure de chant. Bon, pour moi, le choix de faire quelque chose avec la musique, c'était un peu une évidence finalement, parce que c'est quelque chose que je fais depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose. Au début, c'était soit le chant, soit la danse. Et au fur et à mesure, le choix s'est fait tout seul finalement, parce que j'étais finalement plus branchée musique. Il y a des choix qui ont été impulsifs et des choix plus réfléchis. Évidemment, il y a des erreurs qui ont été faites au cours de, ouais, voilà, au fil du temps, mais pas des erreurs catastrophes, c'était pas des catastrophes. Enfin, non, c'est parfois réfléchi, parfois impulsif, je dirais. Et tu as toujours voulu faire quelque chose avec la musique et est-ce qu'à un moment, tu as eu un métier en dehors de la musique ou en dehors de l'art, peut-être juste pour financer tes études, ou est-ce que tu as toujours pu, en quelque sorte, vivre de ce qui t'intéressait le plus? Ça a été un long parcours pour pouvoir vivre de la musique uniquement. J'ai eu beaucoup de boulot, de petits jobs à côté de la musique déjà assez tôt.
Déjà à 18 ans, je suis allée à Paris pour travailler sur un projet musical bon, qui finalement n'a pas abouti. Mais donc à Paris, j'avais surtout je faisais d'autres choses pour gagner ma vie. Et pendant mes études, bah, pareil, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait beaucoup de garde d'enfants et finalement, vivre de la musique, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Il faut s'accrocher parce que, enfin, dans mon cas, ça s'est pas fait en 2, 3 ans. Je pense que j'ai bien mis 7, 8 ans pour pouvoir vivre entièrement de la musique. Mais sans regret, maintenant je vis de ma passion et avec les hauts et les bas qui vont avec, hein. Je tiens à le dire quand même parce qu'il y a de très bonnes années, il y a des années un peu plus dures, mais j'arrive à vivre de ce que j'aime faire et je pense que ça n'a pas de prix. Mm. Et tu disais que c'était quelque chose qui se construisait dans le temps, et donc pendant la période où tu construisais justement ta réussite, euh, est-ce qu'à un moment tu as pensé à abandonner, ou est-ce que tu savais, tu avais la conviction que ça marcherait un jour? Alors j'ai encore souvent des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, il y a eu beaucoup de doutes. Je pense il y a des crises de doute 2, 3 fois par an. Euh, et j'en ai encore régulièrement. Non, j'ai jamais eu la conviction que les choses allaient bien se terminer, enfin voilà, il y a toujours des moments qui vont un petit peu moins bien et à ces moments-là, bah, je doute. Mais je pense que beaucoup de gens enfin beaucoup de musiciens ont ça. Euh, oui, donc les doutes sont bien présents. Et comment est-ce que tu les surmontes justement, ces doutes? J'en en parlais beaucoup. Bon, je suis assez émotive, donc j'ai besoin d'extérioriser. Que ce soit en parlant avec mes proches, mais c'est finalement le donner le temps au temps. Parce que souvent, quand il y a un moment de doute, quelques semaines après, les choses se remettent en place. Donc c'est un petit peu faire confiance aussi aux, aux choses voilà, qui vont venir à moi. Et quand on parle autour de toi, du coup, ce que ton entourage t'apporte, c'est de la réassurance, ou c'est en te disant mais si ça va marcher, ou c'est plutôt te dire mais t'es déjà passé par là et tu sais que ça va s'arranger. Alors plutôt la deuxième chose que tu viens de nommer, donc c'est plutôt me rassurer et surtout ceux qui me connaissent bien, mais ils savent que j'ai ces moments-là régulièrement. Et bon, des fois, enfin, c'est même rigolo parce que il y a des situations où mes copains et copines, ils éclatent de rire. Ils disent, mais Kat, on en reparle dans 2, 3 semaines, tu verras, ça ira mieux. Donc, c'est plutôt besoin d'être rassuré, je pense, à ce moment-là. Comment, parce que j'ai vu que tu avais fait des études justement de musique, comment est-ce que tu as choisi le type de musique que tu voulais faire? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ben finalement je pourrais faire autre chose? Alors, ce qui s'est passé, c'est que après mon bac, je suis allée en France pendant 3 ans et j'étais supposée donc travailler pour un projet musical, mais les choses se sont passées. Enfin, les choses étaient différentes finalement, donc j'avais surtout beaucoup de petits jobs. Et au bout de 2 ans, je commençais à m'orienter quand même vers une étude. Et j'ai regardé un petit peu les options en France, et donc notamment à Paris, mais c'était des options qui me convenaient pas. Donc il y avait beaucoup d'options en musique classique et en jazz. Après, en musique plus populaire, il y a des écoles, il y a des formations, mais enfin, ce sont des formations privées, donc très très chères et enfin, qui n'étaient pour moi pas abordables. Donc du coup, je suis allée voir les options aux Pays-Bas puisque bah, je parlais déjà le néerlandais, pas aussi bien que maintenant, mais je pouvais me débrouiller. Et ici, aux Pays-Bas, il y a plus d'options au niveau du style musical. Donc il y a des formations professionnelles en chant et en musique, en pop, en rock. Et finalement, au sein de l'école, il y a aussi la possibilité de choisir sa propre direction. Donc, ils sont très ouverts à différents styles musicaux. Et pour moi, donc, le conservatoire de d'Enschede, que c'est là où j'ai étudié, il y avait tout de suite un bon feeling et aussi
tout de suite, ils étaient ouverts à la musique française, à la chanson française, à combiner ça avec la musique pop. Donc il y avait un bon feeling et une ouverture d'esprit qui me correspondait. Et du coup, tu as une double culture néerlandaise et française. Et tu as fait le choix de chanter en français et d'écrire tes chansons en français aussi. Oui, parce que j'ai grandi uniquement avec la langue française. Donc le néerlandais est venu beaucoup plus tard. À la maison, on a toujours parlé français avec mes parents et mes sœurs. Toute ma scolarité, je l'ai fait en français, même si pendant un moment on habitait aux Pays-Bas. Donc le français, ça reste ma langue de cœur, on va dire. Et le néerlandais, je le parle couramment maintenant, et c'est aussi voilà, une langue que j'utilise beaucoup dans mon travail. Mais la chanson, enfin chanter en français, ça, la langue française est plus proche pour moi. Et aussi par rapport à l'écriture, j'ai plus de vocabulaire en français qu'en néerlandais. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire en français qu'en néerlandais. Et est-ce que le fait de chanter en français, alors que tu vis aux Pays-Bas et que du coup tu tournes surtout aux Pays-Bas, est-ce que c'est un atout ou est-ce que on t'a déjà demandé de chanter en anglais ou de chanter en néerlandais par exemple? Bon, je chante aussi en anglais et en néerlandais, moins souvent, mais je l'ai fait longtemps, surtout au début. Euh, après, enfin, juste après mes études, j'ai chanté dans des groupes où on chantait pour des fêtes, pour des entreprises ou des fêtes privées, des mariages, etc. Donc là, il y avait beaucoup de répertoire anglais et néerlandais. Je pense que chanter en français ici aux Pays-Bas, c'est un petit peu les deux. Quelque part, le public est plus restreint parce que pas tout le monde aime la musique française aux Pays-Bas. C'est voilà, c'est une certaine génération surtout qui aime la chanson française ici. Mais en même temps, on n'est pas très nombreux aux Pays-Bas à chanter en français. Donc du coup, c'est aussi un atout parce qu'on est voilà, on est peu. Et tu dis que tout le monde est pas, enfin tout le public est pas forcément acquis à la chanson en français et qu'il y a une question de génération. Et pour autant, quand tu as participé à The Voice Holland, qui clairement vise une génération plus jeune que celle qui a priori écouterait des chansons en français, il me semble que tu as chanté que en français en fait pendant toute la compétition. Oui, j'ai chanté que en français et c'était ce que je voulais moi euh, et donc on négocie certaines choses. Mais finalement pour ce type d'émission, c'est bien aussi d'avoir des gens qui font des choses différentes justement parce que bon tout le monde à The Voice chante du Adele. Moi, j'aime beaucoup Adele. Et est-ce que passer dans l'émission, ça t'a apporté quelque chose au niveau de ta notoriété et de ta carrière de chanteuse? Oui, enfin je pense que oui, mais ça n'a pas non plus été un énorme changement. Beaucoup de gens pensent qu'après après avoir participé à ce type d'émission, qu'on est tout de suite connu ou qu'on a 50 concerts à l'année. C'était pas le cas pour moi. C'était pas non plus ce que je recherchais. Je pense que ça m'a permis de montrer un public plus large ce que je fais, qui je suis, ce que je fais. Donc ça m'a permis d'avoir plus de dates concrètement. Mais ça n'a pas non plus été un changement radical parce que je vivais déjà de ma passion et du chant avant de participer à l'émission. C'est juste que ben, j'ai pu me concentrer plus sur les productions de spectacles pour les théâtres, par exemple, après. Donc ça a été oui, un bon début pour commencer ça. Enfin, je jouais déjà dans les théâtres avant, mais pas beaucoup de gens venaient. On était content avec 30, 40 personnes dans la salle. Et bon, maintenant, voilà, les salles sont un petit peu plus remplies. Tu disais que ce que tu recherchais quand tu as participé à The Voice, c'était pas forcément une notoriété fulgurante. Et du coup, qu'est-ce que tu recherchais en participant à l'émission? Mais j'avais un but très concret, c'est-à-dire que je préparais un spectacle qui s'appelait Deux voix. Et c'était un spectacle où on combinait le répertoire de Jacques Brel et de Stromae. Et donc, je voulais faire ma petite promo. Et l'objectif, c'était de chanter un titre de Brel et un titre de Stromae à l'émission. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans les trois.
dans les 3 premières émissions, il y avait en tout cas un Brel et un Stromae, donc j'étais contente. C'était plus pour faire la promo de mon spectacle, au fait, tout simplement. On a vraiment le sentiment quand on regarde ce genre d'émission que les gens y vont comme si c'était leur dernière chance en fait, comme si c'était ce qui Ouais. allait, tu vois, les amener à la gloire, à la notoriété, à réussir leur vie d'un seul coup. Et en fait, toi, ce que tu décris, c'est que tu avais une approche hyper pragmatique qui était en fait, je vais juste utiliser le truc pour faire ma promotion. Bah oui, bah ouais, mais bon, j'étais plus âgée aussi, j'avais pas 18 ans, j'ai participé à l'émission, j'avais, je sais pas, faut que je calcule. J'avais- Je pense que j'avais 32 ans, donc je pense qu'on participait à ce genre d'émission avec d'autres objectifs à cet âge-là que quand on a 15 de moins, quoi. Mm. Mais oui, enfin, c'est utiliser l'émission parce qu'il faut être honnête, enfin, c'est très chouette comme émission, mais ça reste de la télévision. Donc, les montages sont très bien faits et voilà. Mais bon, pour moi, c'était vraiment, bah oui, j'ai une tournée dans les théâtres aux Pays-Bas et j'aimerais que les salles soient un petit peu plus remplies. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je montre ma tête au grand public. C'était ça. Et quand tu parles des spectacles dans les théâtres, du coup, c'est des spectacles, ça se présente comment? C'est que des chansons ou ça ressemble à quoi? Alors, en grande partie des chansons, effectivement. Euh, mais que j'introduis avec des histoires. Donc il y a quand même un fil conducteur, on va dire, au sein du spectacle, avec des petites histoires que je raconte entre les titres, mais ça reste un programme musical. Hmm, ok. Et tu dis, avant The Voice, tu vivais déjà de ta passion. Et comment est-ce que tu décrirais la passion, justement? Parce que finalement, dans ton métier aujourd'hui, il y a l'aspect composition, il y a l'aspect spectacle, tour de chant, etc., etc. Puis il y a aussi l'aspect donner des cours de chant. Il y a aussi, tu m'avais dit que pendant le Covid, tu t'animais des quiz ou ce genre de choses. Oui. Donc, quelle est la part de la passion et quelle est la part du travail dans ton activité aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ben, je donne cours de chant 2 demi-journées par semaine. Ce que j'aime bien avec les cours de chant, c'est justement le partage de la passion. C'est de voir les gens évoluer, apprendre à utiliser leur voix, mais aussi le plaisir que ça donne de chanter, mais aussi le bien-être que ça produit, parce que je pense que c'est très libérateur, que c'est très bon pour le stress, mais aussi pour tout simplement s'exprimer et tout lâcher. Donc, et ça reste pour moi aussi le plus important avec le chant. Donc, pas seulement ce que je vois avec mes élèves, mais pour moi, au quotidien aussi, si j'ai une très bonne journée, j'ai envie de chanter certains types de titres. Et puis si j'ai une sale journée, ben, je vais chanter d'autres choses. Mais j'ai toujours ce besoin d'évacuer, de m'exprimer en chantant. Et donc c'est ça finalement, c'est une passion, mais c'est aussi un besoin. C'est comme si mon corps me le demandait. C'est un petit peu farfelu ce que je dis, mais je le pense réellement. Non, mais je pense que c'est la définition même de la passion, en fait, parce que la passion, c'est vraiment quelque chose qui te prend et te consume. C'est pas juste quelque chose d'intellectuel où tu décides de faire quelque chose que tu aimes, en fait. Donc, Ouais. quand tu dis mon corps me le demande, c'est littéralement la définition de la passion. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est quelque chose de plus grand que juste se dire, OK, je vais travailler sur le chant. Oui, non, non, enfin, évidemment, il y a des moments de travail, que ce soit bah, pour préparer des spectacles, pour l'écriture, la composition, ça, c'est aussi du travail, mais c'est effectivement aussi ce besoin physique. Et d'ailleurs, bah, j'aime beaucoup voyager aussi, et quand je suis en voyage, je chante très peu, ou presque pas. Et au bout de 2, 3 semaines, des fois, je sens que je suis un petit peu bloquée, on va dire, que j'ai vraiment cette envie de chanter fort. Mais bon, il y a toujours des bars karaoké à droite à gauche, donc. Donc, quand tu voyages, tu fréquentes aussi les bars karaoké, du coup. Ben, ça m'arrive quand j'ai vraiment ce besoin de chanter, oui. Ou sous la douche. C'est les seuls moments où je sens que je chante sous la douche, parce qu'à la maison, je chante pas sous la douche. Mm. Et donc, pendant le Covid, tu as su rebondir alors que pour beaucoup d'artistes, ça a été un moment extrêmement difficile. Beaucoup ont dû retourner travailler
faire des choses pas très intéressantes et certainement pas très passionnantes. Et toi, du coup, tu t'es investi dans la présentation des quiz. Et comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu y as trouvé si jamais tu y as trouvé quelque chose en fait? Alors, c'est vrai que le Covid, ça a été assez radical pour les musiciens ici aux Pays-Bas, parce que tout à coup, on n'avait plus de concerts, mais on n'avait plus le droit de donner cours de chant non plus. Donc, toutes mes activités étaient tombées à zéro. Et ça s'est fait, j'ai été sollicitée via Facebook. Quelqu'un qui recherchait une présentatrice francophone pour animer des quiz en ligne. Donc j'ai fait ça pendant presque tout le Covid, parce qu'au fur et à mesure, ils m'ont aussi demandé de présenter des quiz en anglais et en néerlandais. Donc finalement, j'étais présentatrice trilingue. Et bon, non seulement c'était voilà, du travail amusant pendant le Covid, mais surtout ce que j'ai appris, euh, c'est de pas avoir peur de parler, parce que ça va paraître très bizarre ce que je dis, mais j'ai toujours eu cette hantise sur scène de parler entre les titres. Il arrivait même que pendant un titre, parfois, je réfléchissais à, ah, mais qu'est-ce que je vais dire entre les titres? Et cette peur bah, de raconter des choses qui n'ont pas de sens ou de faire des fautes en néerlandais. Et donc, j'avais toujours ce stress. Et en faisant les quiz, alors surtout en néerlandais, j'ai appris à lâcher prise et à accepter que bah, ça ne doit pas être parfait du moment qu'on est soi-même. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Et de temps en temps, du coup, on me redemande s'il y a un quiz en français maintenant pour aller présenter, souvent en Belgique. Ah OK et du coup, tu te déplaces en Belgique pour les présenter, c'est plus en ligne? Oui, donc de temps en temps, bon, une fois toutes les 6 ou 8 semaines, je vais en Belgique pour présenter un quiz sur place. Parce qu'avant, donc, tout était en ligne, mais maintenant, ils ont repris les quiz face au public. Donc maintenant, on a le public en face de nous. Et j'ai même plus peur de parler. Hem, je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est pas forcément l'occasion d'en parler. Mais, du coup, tu composes aussi tes titres et tu écris les textes et tu fais la musique ou tu fais que l'un des 2 en fait? Ça dépend un petit peu des titres. En tout cas, tous les textes, je les écris moi-même. Euh, Au début, j'écrivais, je composais moi-même aussi. Et après, je retravaillais ça avec un très bon collègue et ami, Matthijs van Til. Et on travaillait sur les arrangements ensemble. Mais pour les derniers titres, on a décidé d'écrire et de composer vraiment ensemble depuis le début. Donc, je venais juste avec un texte au studio et puis en une journée, on travaillait sur une mélodie et une base d'un arrangement. Et finalement, je trouve qu'on se complète très bien au niveau de l'écriture. C'est, voilà, on se cherche, on teste, on essaie des choses, mais finalement, à deux, je pense qu'on arrive à de plus belles choses. On rassemble nos forces et moi, je suis encore très contente du résultat des derniers titres qu'on a écrits et composés ensemble. Mais du coup, lui ne parle pas français, donc il faut que tu lui expliques de quoi parle la chanson pour arriver à créer la musique qui va aller avec. Oui, donc on commence toujours avec le texte, donc je lui lis le texte, mais je lui traduis aussi le texte pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et puis après, j'ai souvent une ambiance en tête. Donc je vais lui donner quelques mots-clés, je pense à ci, je pense à ça. Et après, on commence un petit peu à improviser, et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui se construisent. Et ensuite, les arrangements, c'est surtout ma thèse qui est très douée pour ça. Euh, donc on fait ça ensemble, mais c'est surtout lui le génie derrière les arrangements musicaux. Donc du coup, ta création, elle est pas du tout, comme on imagine souvent, l'artiste solitaire, en train de plancher sur, son titre et tout. Ce que tu nous dis, c'est que, oui, le texte, il t'appartient et il est très personnel, mais qu'en fait, tout le reste de la création est collective, en fait. Oui, tout à Collectif. fait. Ouais. Non, moi j'ai pas, je suis pas non plus quelqu'un qui écrit beaucoup sans but précis. C'est-à-dire que ça m'arrive d'écrire un petit texte quand l'envie me vient ou quand j'ai une idée, mais par rapport à l'écriture, j'ai besoin d'avoir un projet concret pour pouvoir avancer, parce que
produire des titres, ça met beaucoup de temps, même si souvent ce sont des titres de 3 4 minutes. Il y a des journées de travail derrière et j'aime bien avoir un objectif, sinon j'avance pas. Après, moi, je pense que je suis pas que oui, pour les textes, ça m'appartient, mais que je pense aussi qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi par rapport à la composition. Et donc, je trouve que ça, c'est pas mon point fort. Je trouve que, par exemple, collaborer avec Matthijs ou d'autres musiciens avec qui je joue beaucoup, bah, ça apporte beaucoup au titre. Et tu dis que pour te mettre à l'écriture, tu as besoin d'avoir un projet précis. Ça veut dire que les textes que tu écris, ils s'imposent à toi ou c'est plutôt du travail dans le sens où tu te dis, je vais écrire une chanson et je vais travailler le texte jusqu'à ce que ça me convienne. Ouais, je vois ça plutôt. Donc, souvent, l'envie au bout de. Voilà, enfin, j'ai sorti pas mal de titres, mais la production, c'est tellement un processus tellement long que souvent, après, j'ai besoin d'une pause et ça, au bout d'un an, je vais me dire, ah, bah, tiens, là, j'ai envie de nouveau, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'écrire, de composer. C'est plutôt tout le trajet, le processus qui est très chouette, justement parce que je collabore avec de super musiciens. Euh, mais oui, je vois ça comme du travail. C'est rare que j'écrive un texte et que d'un coup, je sois vraiment satisfaite. Je retravaille dessus pour que ce soit parfait. Enfin, parfait, ça l'est jamais parce que je réécoute jamais parce que j'aime pas me réécouter. Non, et c'est la création qui est chouette, de partir de rien et d'avoir un beau titre au bout de quelques mois, parfois. Parfois, c'est quelques semaines, mais Donc tout à l'heure, tu disais que le chant et la musique, c'est quelque chose qui s'imposait à toi, que physiquement, tu ressentais le besoin de chanter. Et l'écriture, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui s'impose à toi, c'est plus une envie qui survient à un moment où tu te dis, là, c'est le bon moment pour créer quelque chose et en faire une chanson. oui, voilà, c'est plutôt ça, mais c'est aussi se dire, bah tiens, là, je vais faire, j'ai une année un peu plus calme, je vais avoir le temps et l'envie de créer quelque chose de nouveau, et puis après, on met la machine en route. Et la machine en route, c'est déjà avoir les bonnes personnes autour de soi, c'est avoir le financement derrière, et une fois que les choses sont mises en place et qu'on peut commencer à créer. Là, ça devient chouette, mais j'ai moins ce besoin d'écriture que de chant, si je suis tout à fait honnête. Oui, moi je pense que Mm. c'est vrai. Parce que je trouve que la création, enfin, c'est pas que dans l'écriture, enfin, je fais beaucoup de photographie aussi, par exemple. C'est aussi être créatif et créer son petit truc à soi mais par contre, avec la photographie, il n'y a pas de pression derrière, c'est ça aussi. Parce que dans la musique, vu que c'est mon travail, c'est mon métier, il y a aussi un certain objectif, un certain niveau à atteindre. Et après, il y a la promotion des titres. Donc il y a c'est tout un aspect en plus que l'aspect créatif. Tandis qu'avec la photographie, je peux juste créer quand j'en ai envie et que ce soit bien ou pas bien, c'est pas grave. Il n'y a personne qui regarde mes photos. Et je voulais revenir là-dessus justement sur l'aspect créatif, mais avant ça, je voulais voir quand tu fais des spectacles dans les théâtres, tu interprètes des chansons d'autres artistes. Beaucoup, mais j'intègre aussi certains titres à moi dedans. Donc souvent, il y a à peu près, on va dire, un quart ou un tiers du répertoire où ce sont des propres compositions. D'accord. Et est-ce que tu fais des concerts entièrement sur tes compositions à toi? Non, non parce que, bah, parce que mon répertoire est pas très très écouté et parce que les gens viennent plutôt pour le spectacle, la chanson française ou le thème du spectacle que pour mes titres. Bon, c'est très réaliste, hein, mais je préfère. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer, ta notoriété à toi en tant que autrice, compositrice, etc.
Oui, un peu, mais bon, faut savoir aussi que je suis parfois sollicitée pour écrire pour d'autres. Donc, des fois, j'écris des textes pour d'autres artistes ou des adaptations de textes de néerlandais en français. Donc j'écris aussi. Donc, on va dire aux Pays-Bas, s'il y a un musicien néerlandais qui recherche quelqu'un qui a pour traduire son texte ou adapter ou pour écrire un texte en français, euh, voilà, je suis quand même régulièrement sollicitée. Euh, Moi, ouais, j'aimerais peut-être sur le long terme euh, bah, que la balance, elle penche un petit peu dans l'autre sens, on va dire, que je puisse faire moitié-moitié, on va dire, ou j'ai aucun problème à chanter des reprises parce qu'il y a des titres magnifiques, donc j'adore être sur scène et pouvoir choisir justement quand je crée mes spectacles quel titre je vais interpréter et pourquoi ce titre convient bien dans ce spectacle et pas dans un autre. Donc j'ai pas du tout. Non, il y a des gens qui disent non, je veux que chanter mes titres à moi. Non, moi j'ai pas forcément cette envie-là, mais si ça pouvait être moitié-moitié, ce serait chouette. Mm. Et quand tu conçois des spectacles, parce que du coup, j'ai le sentiment que ça prend une grande part de ton activité, finalement, de concevoir des spectacles et de les monter et ensuite de les jouer. Euh, Quel plaisir tu retires de tout ce travail de conception, justement? Mais c'est le moment sur scène avec mes collègues et enfin mes collègues avec qui je joue depuis tant d'années, ce sont aussi des très bons amis. C'est finalement que toutes les parties se s'emboîtent et que finalement, une fois qu'on est sur scène, avec les arrangements, avec les titres, avec les histoires, le son, la lumière, que tout s'emboîte et que finalement, on crée quelque chose de joli. Enfin, on espère, on essaye que les gens trouvent ça joli aussi. Finalement, c'est le moment sur scène qui va euh, être parfois magique. Parfois, ça l'est moins. Mais, mais c'est ça, c'est rechercher ce petit moment-là qui nous fait vibrer finalement. Comment tu reconnais un moment magique d'un moment qui ne l'est pas, en fait? Qu'est-ce qui va faire la différence dans ton ressenti à toi? Euh, je pense que c'est une histoire de... Je pense que quand on est tous bien concentrés, qu'on est tous un peu en symbiose et qu'on s'écoute tous, les musiciens entre nous, et qu'il y a une espèce de... Oui, il y a un truc qui se passe, je pourrais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est un moment spécial, c'est comme si on vibrait sur les mêmes ondes. C'est un peu ça. Et c'est ça qui est joli et qui est magique finalement. Et que tu te perds un petit peu. C'est comme si on flottait un peu dans les airs. Et quel est le rôle du public justement dans cette magie? Comment ça se passe pour le public quand tout va bien? Ben, c'est les réactions entre les titres, mais c'est parfois aussi les silences. Parce que quand c'est une chanson intime et qu'il y a pas un bruit dans la salle, ça aussi, ça peut être très joli. Donc c'est pas que dans les applaudissements, mais c'est aussi dans les silences, c'est dans les rires, c'est dans les regards des gens qu'on arrive à voir dans les premiers rangs parce qu'on peut pas voir beaucoup plus loin. C'est essayer de lire les émotions. C'est ça finalement. Mm. Et pour revenir sur la photographie, est-ce que à un moment tu t'es posé la question, justement, tu disais tout à l'heure que tu te sentais peut-être un peu plus libre de faire ce que tu voulais parce que c'était pas ton métier. Est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question de monétiser la photographie? Oui, et d'ailleurs de temps en temps on me sollicite pour des petites séances photos. Et je trouve ça très chouette à faire d'ailleurs. Pendant un moment, je me suis posé la question, est-ce que je devrais faire une formation professionnelle ou est-ce que je pourrais vraiment en faire partiellement mon métier sans laisser tomber la musique? Mais finalement, je pense que c'est encore plus dur de vivre de la photographie que de la musique. Donc, euh, donc j'ai envie que ça reste un hobby, un plaisir et qu'il n'y ait pas de pression derrière.
Parce que vivre de sa passion, c'est génial, mais il y a aussi cette pression de, bah oui, mais il faut avoir assez de revenus aussi tous les mois. Et j'ai envie d'avoir juste ce petit quelque chose, juste pour moi, quand j'en ai envie, qui est créatif et qui est artistique sans cette pression. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a la passion, mais il y a aussi la nécessité d'en vivre et donc de monétiser cette passion. Parce que beaucoup de personnes dans le monde du travail pensent que trouver sa passion et essayer d'en vivre, c'est un peu le saint graal de la vie professionnelle, juste pour découvrir que bah, leur passion n'est pas monétisable, en fait, qu'ils arriveront jamais à en vivre, même soit parce que beaucoup de gens font la même chose qu'eux, soit parce que c'est juste pas rentable, en fait. Et imaginons que demain, tu n'arrives plus à vivre de ta passion. Ouais, alors là, je sais pas du tout. Si je pouvais plus chanter, bon, je sais pas. Pour moi, en fait, parce que je me suis souvent posé la question, dans les moments de galère, oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre bah oui, bon, je pourrais faire quelque chose avec les langues, vu que je parle anglais, néerlandais, français, mais est-ce que ça va me rendre heureuse? Non. Non, j'ai envie de... Je... ouais, si vraiment il n'y avait pas d'autres options, je pense que j'essaierais peut-être de voir niveau photographie, mais après, à part ça, j'ai aucune idée. Donc j'ai vraiment aucune idée. Il n'y a pas d'autre option. Et au début de notre entretien, tu disais, j'ai la chance de vivre de ma passion avec les hauts et avec les bas. Tu as un peu parlé des bas en disant des moments où tu doutes, mais finalement, tes doutes ne reflètent pas ce qui se passe vraiment, parce que finalement, tu arrives à vivre de ta passion. Oui, maintenant, oui. Euh, m- non, c'est-à-dire il y a eu quand même beaucoup d'années où bah, je me... on- où il y avait des mois où il n'y avait pas assez de travail, tout simplement. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose à côté pour pouvoir vivre. Et c'était parfois des jobs sympas, mais c'était aussi parfois du travail qui me plaisait nettement moins. Et je le faisais juste pas pour un côté pratique, pour payer les factures, tout simplement. Et après, il y a pas de mal non plus à faire ça. Je pense qu'on apprend justement beaucoup de choses en faisant ça. On apprend la valeur des choses, la valeur de l'argent, mais aussi que, euh, bah oui, quand on arrive à vivre de sa passion, les mois où on y arrive, bah, on peut être quand même assez fier de nous, quoi. Et même si c'est un long chemin avec les hauts et les bas, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir des bas de temps en temps. Maintenant, il n'y en a plus, mais enfin, il y en a très peu. Enfin, il y a des coups de blues où il y a des projets qui vont pas aussi bien qu'on aimerait, mais je sais que maintenant je peux en vivre, mais parce que ça fait 15 ans que je fais ça. Et tu dis, ça vaut le coup d'avoir les bas en même temps, et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, justement, quand on parle de la passion, on imagine une espèce de trajectoire toujours vers le haut, où en fait, quand tu commences à en vivre, ça peut être que pour continuer à développer ta notoriété ou en tout cas ta capacité à générer des revenus. Et toi, tu dis finalement, c'est avec les bas qu'on apprend la valeur des hauts, en fait, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, ouais, enfin, dans mon cas, oui, je trouve que ben, on apprécie encore plus les belles choses ou de pouvoir en vivre quand on sait comment ça a été avant, quoi. Enfin, pour reprendre les 3 ans à Paris, il n'y a pas eu un seul mois où j'ai pu vivre de la musique pendant 3 ans là-bas. Et donc, quand il y a 3 années de suite où là, on peut en vivre, bah, on est quand même content, quoi. Mais je pense que c'est dans beaucoup de choses comme ça. Je veux dire, quand on a goûté, quand on a bu beaucoup de mauvais vin et qu'après on boit un bon vin, bah, on l'apprécie beaucoup plus. Ouais. Et donc, tu as dit aussi que tu avais une petite fille qui a maintenant 9 mois. Est-ce que tu penses lui donner une éducation musicale? Et est-ce que si elle décide d'être artiste aussi, tu l'encourageras à choisir cette voie? Bon, déjà, je chante beaucoup avec elle à la maison et son papa aussi. Puis on joue du piano, donc on essaie de lui apporter un peu de musique. Après, je voudrais pas.
forcer la chose, évidemment. Enfin, en ce qui me concerne, si elle a envie de chanter ou jouer un instrument, bah, ce serait super. Euh, Moi, je l'encouragerais, quels que soient ses choix ou ses envies. Je l'encouragerais si elle voulait faire un métier artistique, mais je pense aussi que j'essaierais de lui donner une vision réaliste du métier d'artiste ou de vivre en tant que musicien, parce que il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Et la vie de musicien, c'est très chouette, mais c'est pas toujours du rêve, ou de danseuse, ou actrice, ou quelle que soit la direction artistique. Mais j'aimerais juste apporter, enfin oui, c'est possible si tu travailles dur, et je l'encouragerais, mais aussi dire, bon, bah voilà, il y aura des hauts et des bas, et il faut le savoir. Faut pas s'attendre à ce que tout soit toujours tout rose, et c'est pas grave. Je pense que c'est dans beaucoup de métiers le même cas, et enfin, la vie, c'est pas Instagram, quoi. C'est surtout ça. Mm. Et imaginons à l'inverse qu'elle elle n'ait pas d'appétence artistique et qu'elle soit quelqu'un qui est pas forcément sensible à la musique ou à l'art en général. Est-ce que tu essayerais quand même de lui donner cette éducation, en tout cas cette appétence pour l'art, ou est-ce que c'est pas grave si elle n'est pas du tout artiste? C'est pas grave si elle n'est pas du tout artiste. Peut-être qu'elle aura d'autres passions, qu'elle sera très sportive, ou peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'elle voudra être pâtissière ou boulangère, ou je sais pas ce qu'elle veut. Moi, je l'encourage du moment qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Je pense que moi, j'ai été élevée avec cette idée. Choisis un chemin qui te plaît et qui te rend heureuse. Et je pense que ça, c'est une très belle leçon que j'ai eue de mes parents. Et j'aimerais bien surtout lui apporter ça. Quel que soit le choix, du moment que ce soit un choix qui te rend heureuse et que une direction qui te passionne. Tu dis que tes parents t'ont donné cette éducation-là en te disant choisis un chemin qui va te rendre heureuse. Ça me fait penser à beaucoup de parents qui paniquent quand leurs enfants veulent faire des métiers justement artistiques en disant tu vas avoir du mal à en vivre et c'est pas réaliste, etc., etc. Et cetera. Et donc, toi, dès que tu as émis l'idée que tu allais t'orienter vers une carrière artistique, tu as été soutenue par tes parents du coup. Oui, j'ai toujours été soutenue. Euh, Après, je pense que pour eux aussi, tout était nouveau parce que mes sœurs ont choisi des directions très différentes. Mais euh, je pense que vu que j'étais la dernière, ils étaient aussi peut-être moins anxieux. Donc aller vivre à Paris pour un projet musical, bah, ils m'ont laissé faire et puis ils étaient contents pour moi. Sauf que bon, voilà, les choses étaient sur place un peu moins drôles, mais voilà, reprendre les études, retourner aux Pays-Bas pour étudier au conservatoire et vivre de la musique, je pense ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là, et ils viennent souvent voir mes spectacles, et je pense qu'ils sont quand même un petit peu fiers. Ouais. Et tu parles beaucoup de ce projet à Paris, donc qui a duré 3 ans. En fait, tu sortais du baccalauréat quand tu es parti à Paris pour ces 3 années-là? Oui, j'ai d'abord travaillé un an, j'habitais en Belgique à l'époque. J'ai d'abord travaillé pour pouvoir financer un beau voyage, et ensuite je suis allée 3 ans à Paris. Et c'était pour un opéra rock à l'époque, mais le producteur est tombé malade. Et donc, bon, la moitié de l'équipe venait d'autres villes que Paris. On avait tous déménagé pour ce projet. Mais malheureusement, ce spectacle n'a pas pu avoir lieu. Donc, Et tu devais être chanteuse dans le spectacle ou tu avais oui, un autre rôle? Chanteuse, ok. oui, oui. Donc tu avais déjà une notoriété à ce Non, moment-là j'avais en tant fait. que Non, non, chanteuse? m'inscrivais à des castings, à des auditions. Et c'est comme ça que, voilà, qu'on rencontre un peu de gens, quoi. Mais, ouais, en faisant des castings. Et à l'époque, on envoyait les petites cassettes ou des CD avec une photo par poste. Et donc au lycée, tu faisais déjà des concerts en fait, ou pas Oui, encore? oui, alors alors quand j'étais en Belgique, parce que les 3 dernières années de l'école secondaire, j'étais en Wallonie, et je jouais dans un groupe de blues et un groupe j'étais choriste dans un groupe de métal.
Ce qui me fait beaucoup rire parce que je n'aime pas du tout le métal, mais Ted, mon copain, adore le métal. Moi, ce qui m'impressionne, c'est choriste dans un groupe de métal. J'ai du mal à envisager le concept de Oui, non, choriste. il y avait quelques réponses à droite, à gauche à faire, mais c'était très très drôle. Et après, bah, j'avais mes bandes son, mes bandes karaoké, et je faisais des petites représentations à droite à gauche, mais avant ça, je jouais déjà avec d'autres groupes aussi, déjà ado. Donc j'étais déjà quand même de temps en temps sur scène. Pas de façon toujours très professionnelle, mais euh, voilà, enfin j'ai fait mon petit chemin, quoi. Et si tu devais nous donner ton meilleur souvenir en tant que qu'artiste, ce serait quoi? Ouh, je sais pas. Non, mais il y en a tellement. C'est ce que j'expliquais, il y a tellement de beaux moments qui se passent sur scène avec les musiciens que heureusement qu'il n'y en a pas qu'un. Euh, mais par exemple, le dernier spectacle qu'on a créé récemment, euh, on ne le joue pas toujours à quatre. Parfois, on est juste en duo ou en trio selon les budgets des salles, etc. Mais on était à quatre et j'avais l'impression que, mais oui, mais c'est comme ça que je l'avais en tête. C'était cette ambiance-là et maintenant qu'on est quatre et it makes sense, tu vois. Enfin, c'est, c'est comme ça que je l'avais en tête et maintenant on est là et on le joue pour de vrai, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Et ça, c'est des moments qui sont très beaux à retenir. Euh, Après, je dis pas forcément que les grandes salles c'est impressionnant, mais c'est pas. Après, je suis tellement stressée à ces moments-là que c'est pas forcément les plus beaux moments. Euh, mais je pense que quand je suis entourée de mes copains sur scène, euh, il n'y a rien de plus beau. Et comment tu surmontes le stress? Parce que là, tu viens de dire que quand tu es dans une grande salle, tu es tellement stressé que c'est pas forcément les meilleurs moments. Et comment tu surmontes ton stress dans ces moments-là? Souvent, je vais un peu me mettre dans. Je vais un peu m'isoler un peu avant un spectacle quand je suis nerveuse. Donc, je vais les 15-20 minutes avant, je vais un petit peu m'isoler du reste et essayer de rester un petit peu dans ma bulle, de me concentrer sur ma respiration. Mais le problème, ce qui peut arriver quand je suis nerveuse, c'est que j'ai les jambes qui tremblent sur scène et que j'oublie parfois mes textes quand je suis nerveuse. Donc j'essaie de rester très concentrée et finalement quand on joue plusieurs titres, ce qui est le cas quand c'est tout un programme, au bout d'un ou deux titres, le stress passe. Mais parfois on a des situations où on n'a qu'un seul titre à chanter et, euh, et et il m'est arrivé à plusieurs reprises où quand il y avait juste un seul titre à chanter, que je suis tellement nerveuse que après c'est comme si j'avais aucun souvenir, que j'étais dans une sorte de transe, je sais pas, mais que du coup tu parlais de The Voice, le premier passage, en fait, je m'en souviens pas. C'est vague, c'est comme si j'avais bu toute une nuit que je suis allée sur scène après, mais non, c'est juste que j'étais tellement nerveuse que j'étais dans une bulle et que je me souviens de rien. Et tu dis, quand tu es nerveuse, tu oublies les paroles. Ça t'est déjà arrivé d'oublier des paroles sur scène? Et si oui, comment tu as fait pour récupérer en fait? Alors, il y a un moment qui était horrible. C'était un passage télé et je devais chanter un titre de Charles Aznavour, La Bohème. Et 10 secondes avant, c'était en live, 10 secondes avant de commencer, je regarde ma thèse et je lui dis, mais au fait, ma thèse, je sais, je sais plus comment ça commence. Est-ce que toi, tu te souviens de la première phrase? Alors lui, qui ne parle pas français, c'était un peu compliqué. Il me regarde, il me fait, mais non, aucune idée. Donc on a appelé quelqu'un de la production qui a vite cherché la première phrase sur son téléphone, qui me l'a soufflé et tu me vois même à l'écran faire oui de la tête, genre oui, je t'ai entendu, c'est bon. Et là, une fois que j'avais la première phrase, c'était bon, mais ça, c'était l'horreur. Donc souvent, quand j'ai la première phrase, ça va. Euh,
Après, ça arrivait, oui, que j'oublie sur scène, mais dans ce cas-là, soit je répète une autre partie d'un autre couplet ou d'un autre refrain, ou je fais du yaourt. Donc, mais bon, dans les théâtres du yaourt, ouais, ça va une phrase ou deux, j'essaie de vite me reprendre, et souvent c'est le cas, mais il y a eu aussi une situation, un baptême, je devais chanter en français, et c'était des Néerlandais, mais pareil, blackout complet. Je me souvenais de rien. J'ai improvisé le texte du début à la fin. Et ma sœur, c'était la seule francophone. Elle était pétée de rire du début à la fin. Fallait pas que je croie son regard, quoi. Mais donc voilà, il y a des situations qui sont assez intenses. Mais bon, après, ouais, ça fait partie du métier, quoi. Même si on est super bien préparé, hein, et des fois, des titres que j'ai chantés 100 fois, et tout à coup, je suis nerveuse et je m'en souviens plus. Et comment tu remontes? En fait, si quelque chose comme ça t'arrive, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fois d'après, en fait. Comment est-ce que la fois d'après, quand tu remontes sur scène, t'es pas marqué par ce qui s'est passé avant? Ah, mais je le suis, mais alors je révise mes textes et encore juste avant de monter sur scène, le texte où je me suis plantée la fois d'avant, je le relis et je le relis et je le relis. Ah oui, parce que moi, non, non, il faut que je sois sûre que tout va bien se passer. Sinon, non, faut travailler, quoi. On arrive à la fin du coup de cet entretien et je vais te poser la question que je pose aussi à tous mes invités et que je te laisse interpréter vraiment comme tu l'entends et qui est et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, bah, je referais tout pareil. Tout pareil, sauf peut-être ne pas tomber amoureuse de mauvais garçons. Sauf, j'ai pas entendu la fin. Sauf peut-être ne pas tomber amoureuse de mauvais garçons. Ok. Alors on n'en a pas parlé, donc on va rester là. Non, si c'était à refaire d'un point de vue professionnel, tout le parcours, bah voilà, ça n'a pas été parfait, mais je referais le même. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Parce que le résultat, il est là, j'ai 40 ans et je suis contente. Qu'est-ce que ça aurait été un parcours parfait du coup? Je sais pas. Peut-être un parcours peut-être plus souple, avec moins de bosses sur la route. Mais après, les bosses, moi, ça me dérange pas. Non, après, je pense aussi que tous les choix qu'on a faits nous amènent quelque part. Donc, quand je vois où je suis maintenant, que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle, euh, non, je voudrais pas que les choses soient différentes maintenant. Donc je referai le même chemin pour arriver où j'en suis maintenant. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet entretien et pour ton temps Merci à toi. et à bientôt du coup. Et bah oui, parce que tu viens chanter tout à l'heure. Ouais. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!